Programme chargé ce soir à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre programme Ouro Africa, la tribune panafricaine chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun sur Info TV. 317 pour les abonnés Canal Sat. Ce soir, nous sortons du Cameroun en introduction de ce plateau. Nous irons du côté de Libreville avec ses annonces, ses supputations, ses inquiétudes sur la fortune actuelle de la famille Bongo. Il ne se passe plus de semaines sans que l'on puisse évoquer des procès sur l'affaire dite des biens mal acquis. La situation financière même du président laisse à désirer selon certaines sources, on le dit quasiment sur la paille. Le clan Bongo est-il ruiné? Nous serons à l'introduction de ce plateau de Ouro Africa. Nous irons aussi du côté de Dakar, c'est au Sénégal, avec ces dernières informations qui nous parviennent et ce dialogue boycotté et refusé par l'opposition sénégalaise. Le président Macky Sall, dans sa logique de dialogue, avait estimé réunir autour de lui les principaux acteurs de l'espace politique sénégalais. C'est lundi, mais surtout ce mardi 27 février 2024 pour éventuellement spéculer sur les probables sorties de crise du côté du Sénégal. Niet, répond l'opposition qui justement ne se reconnaît pas en cette hypothèse de dialogue et chaque jour qui passe, elle se durcit. S'achemine-t-on vers une transition? Nous en parlerons aussi ce soir et nous dirons un mot en conclusion sur cette affaire et cet appel lancé par l'ancien chef d'État français François Hollande à la libération de l'ex-SGPR à la personne de Marafa Hamidou Yahya. Mesdames, Messieurs, voilà le menu très chargé et abondant de cette édition de Ouro Africa. Juste la traditionnelle respiration avant la présentation de ceux-là déjà en plateau qui nous accompagnent ce soir sous cette forte pluie qui s'abat actuellement dans la cité capitale du Cameroun. J'ai nommé Yaoundé. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africa. Nous allons véritablement au pas de course ce soir vers le menu énoncé. Et pour ce faire, nous avons autour de cette table diverses personnes, que dis-je, personnalités, pour étayer la réflexion panafricaine sur ce plateau. Et la toute première que je présente, lui, pilier, s'il en existe, de Ouro Africa, Antoine Awana, analyste politique, expert en sécurité. Il nous accompagne ce soir comme à l'accoutumée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Bargave, bonsoir à mes copanélistes que vous allez présenter. Bonsoir, je vais dire bonsoir à deux dames, pour aller très vite. Il y a Madame Barga et Namgal. Je crois qu'on n'a même pas encore résolu le problème. Et aussi, comme dans mon petit village, il y a aussi une autre dame qui est mordue de Ouro Africa, c'est Madame Meng Marie Nadège, je crois que je ne décorche pas son nom. Oui. Elle est à Garoua, elle est une enseignante, elle travaille à la délégation des éducations de base à Garoua. Elle est vraiment une fidèle auditrice de Ouro Africa. Je crois qu'elle est scotchée. Je lui dis bonsoir, je sais que Garoua, il fait excessivement chaud là-bas. Oui, 43 degrés à l'ombre. Alors là, c'est pas possible là-bas. Mais les gens sont déjà habitués avec cette chaleur-là. Lorsque je l'ai dit, il faut dire bonsoir, transmettez mon bonsoir au PDG. Parce que ce monsieur, je l'apprécie beaucoup. Et sans démagogie, ce monsieur il travaille beaucoup.
Il travaille beaucoup pour l'édification de la jeunesse camerounaise en particulier et pour le peuple d'Afrique en général. Merci Antoine Awana, le peuple panafricain, le peuple d'Afrique, lui sera gré certainement pour tous ses efforts. À ma gauche, je me tourne vers un autre visage désormais connu et reconnu sur Ouro Africa. Il parle au nom de la société civile, le docteur Jean-Moïse Mbok. Une fois de plus, nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Je voudrais saluer particulièrement le peuple africain ce soir parce que cette émission est pour l'Afrique, cette émission est pour nous. Et quand je dis pour l'Afrique, je n'exclus pas les autres. C'est juste une façon de dire que l'Afrique aujourd'hui, dans toute la chaleur, pas seulement du climat, mais des situations politiques, c'est vrai que ça sociales et autres, ça bout de partout. Moi, je crois que derrière tout ça, il faut bien voir un message, c'est que l'Afrique est interpellée aujourd'hui à s'asseoir et à réfléchir, parce que demain, ça va certainement parler pour ou contre nous. Donc, du courage à tous les pays africains qui passent par des situations comme le Sénégal, et on en parlera tout à l'heure, du courage à tous les pays africains qui passent même par des difficultés, que ce soit au niveau de la gouvernance, des difficultés financières. L'Afrique est en ébullition et c'est une interpellation à la réflexion, pas autre chose, à la réflexion. Il est donc temps pour nous de nous asseoir, de nous souder les coudes, de revenir autour de l'arbre à palabre et de se dire c'est notre moment, c'est le moment de construire quelque chose de définitif. Et avec la jeunesse que nous avons, je suis persuadé que les choses vont aller très bien pour l'Afrique. Donnons-nous simplement 20 ans. Merci Jean-Moïse Mbok pour la présence en ces lieux. Je poursuis l'exercice de présentation avec à ma droite un autre pilier de Ouro Africa. Il est justement jeune, il est érudit des sciences politiques, Paul Stéphane Menunga, politologue de l'excellence s'il en existe, une fois de plus est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux promoteurs d'Info TV. Bonsoir à tous les travailleurs et au ministre du Travail. Parce que le Cameroun est quand même un pays extraordinaire. Le Cameroun, c'est le seul pays où on organise des colloques, des conférences et des rencontres ou un dialogue social pour ajouter 2100 francs au SMIC. Donc, tout l'argent qu'on a dépensé pour le dialogue social, c'était pour qu'on ajoute 2100 francs au SMIC. C'est quand même incroyable, monsieur le ministre du Travail. On aurait mieux fait de ne pas organiser un dialogue social et nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, le SMIC, c'est 43 000. Qu'on aurait accepté. 2100 francs, c'est quand même quelque chose. Parce qu'on est un peuple résilient. On aurait accepté la résilience. On aurait serré les ceintures pendant qu'il continue de porter les bretelles. Merci Paul Stéphane Menunga. En attendant que notre quatrième et dernier invité puisse nous rejoindre, nous allons tout de suite introduire ce plateau de Ouro Africa avec vous, Antoine Awana. Nous l'avons dit, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de supputations sur l'état, on n'a pas parlé de la santé, mais financier du clan Bongo, commençant par le chef Ali qui justement semble un peu en difficulté. La sœur aînée Pascaline, elle est embourbée dans la crise, ou alors l'histoire dite des biens mal acquis, ou d'ailleurs elle fait l'objet de condamnation du côté de la France. Alors, est-ce que le clan est ruiné? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous surprendre, le clan n'est pas ruiné. Et puis, qui vous dit que Ali n'est même pas encore déchu. Hein. Ali reste président. Non, je vais vous surprendre. Et je vous dis ça, je le dis en toute sincérité. Pour rire ou bien pour... Non, pas pour rire, je vous le dis en toute sincérité. Le coup d'État du 30 août, le coup d'État a été un coup d'État de manipulation. Ali étant fatigué par la maladie, on a dit à Oligingema, demande à Ali d'aller se reposer et tu prends les affaires. Ces choses-là, Stéphane Barga, là je suis très sérieux. C'est comme si on remplaçait Saint-Pierre par Saint-Paul. Tous sont des disciples de Jésus. D'où vient Oligingema? Dans le clan Bongo. Et on dit qu'il serait même un cousin très éloigné d'Ali Bongo. Alors, Ali, on le prend. Personne n'a demandé à Ali Bongo de démissionner. Qui a demandé à Ali Bongo de démissionner? Personne. Pas Oligui.
Donc, Oligui est le président de la transition, chef de l'État, mais il n'est pas président de la République. Parce qu'il n'est pas passé au suffrage universel direct. Alors, Mais c'est ça. Donc, actuellement, je vous prends un petit exemple. oui. Chaque fois qu'Ali Bongo reçoit des personnalités dans sa résidence privée de la Sablière, mais c'est la presse présidentielle qui communique. Vous êtes des journalistes d'investigation. Regardez, suivez attentivement. Je crois que les Gabonais sont en train de nous suivre actuellement. Je voudrais qu'ils réagissent par rapport à mes propos. Oui. Ali n'est pas déchu. C'est-à-dire, on a dit, mets-toi ici de côté. Il n'est pas déchu, mais est-ce qu'il exerce le pouvoir? Mais il se repose parce qu'il est malade. Il est malade, il doit se reposer, mais il a tous ses attributs. Je dis que c'est un problème de droit, Oui. constitutionnel. Parce que si Ali avait démissionné de son poste de président de la République, alors là, Oligui Nguema devait prendre donc les rênes du pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils ont créé un comité pour la transition et la restauration de la Constitution, je crois. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Restaurer les institutions de la République gabonaise. Restaurer les institutions. La restauration, c'est quoi? C'est pas la suppression. C'est pas une rupture épistémologique avec le passé institutionnel du Gabon. Voilà. Donc ça, c'est une manipulation des gens qui n'ont pas une bonne lecture. Ali est là. Pourquoi on a demandé à lui qu'il peut aller là où il veut? Mais il a refusé. Il est au Gabon. Oui. Il est au Gabon. Et il reçoit comme un chef d'État. Et on communique. La presse présidentielle communique comme si c'est Ali qui était président de la République. Vous voyez un peu cette dichotomie là-bas. Ça crée à peu près ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai un peu titillé mon jeune frère Stéphane Menouga. J'ai dit, mais concernant Macky Sall, c'est la science politique à la Macky Sall. C'est ce qu'il a entendu. Quelqu'un prédit, il prévoit une crise préélectorale et une autre post-électorale pour créer la transition. Parce que les Français lui ont dit, écoute gars, on va arriver là. Ton candidat Premier ministre que tu veux nous laisser là, le peuple sénégalais ne l'accepte pas. Il n'a pas le même charisme que toi. Donc cherchez-nous quelqu'un d'autre. Il faut donc crier. C'est comme ça, c'est partout. Vous voyez, Ouro Africa, c'est le combat, hein? Au Tchad, c'est le même scénario, les mêmes mécanismes. On va. Donc, du côté du Gabon, je vais chuter. Vous avez cité Pascaline et tout ça. Bon, Pascaline, c'est quoi? Est-ce que Pascaline avait occupé un poste politique? Elle a été conseillère longtemps. Conseillère longtemps, voilà, conseillère. Alors, est-ce qu'elle avait un matricule au niveau des lois, de la fonction publique gabonaise? La grande gestionnaire. Elle a été directrice du cabinet du père. Pendant longtemps. Le père n'étant plus, Ouais. le fils a pris. Ouais. Et c'est la sœur du fils. Hein? Mais le fils ne l'a pas réhabilité. Vous voyez un peu, c'est un problème de droit. Donc, elle intervenait sous l'ombre, avec toutes les mascarades. Alors, la France qui parle de bien mal acquis, citez-moi une infraction dans les lois, sur le plan international, on appelle bien mal acquis. Citez-moi ça. Dans l'arsenal juridique mondial, qu'est-ce qu'un bien mal acquis? Mais on a vu, Le bien mal acquis commence où? on a vu Et ça se limite la où? Guinée équatoriale condamnée, Antoine Awala. La Guinée, qui a condamné la Guinée équatoriale? Justement, en France, Ah voilà, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous avez déjà investi beaucoup en France là-bas, quand ils veulent arracher, retirer ces biens, on vous colle l'étiquette des biens mal acquis, vous avez distrait la fortune publique. C'est la même chose avec Bokassa. Bokassa est mort comme ça, pauvre comme une souris d'église. Pourtant, il avait des châteaux en France. Il payait les impôts là-bas. C'est la même chose. Regardez, excusez-moi, hein, je ne suis pas l'avocat d'Amougobeliga, mais je prends un exemple. Télé Sud a été bradé à 15 millions de francs. CFA. Alors qu'Amougobeliga a investi 1 milliard de francs pour les équipements. Comment vous trouvez, comment vous analysez ce paradoxe-là? Ce sont des Français. C'est pour ça que notre cher ami Bouba parle toujours du néocolonialisme. Effectivement, c'est ça. On arrache des biens, on vous dit. L'autre là, a dit même. Et si on a voulu arracher tout ce qu'il avait, les résidences en France, là-bas, vous dites les biens mal acquis. Et on vous dit, c'est soi-disant ONG, de fait, ils vous disent non, on a enquêté, les enquêtes ont commencé où? Avec le fils Déby, Transparency International, pourquoi s'ils n'enquêtent pas?
Merci Antoine Awana. Nous sommes au Gabon, nous vous évoquons justement... Je prenais des exemples pour étayer l'argumentaire. Quelques soucis financiers du clan. Prenons cette contribution justement qui nous vient de ces pays-là, qui peut-être permettra à chacun de faire sa compréhension par rapport à la problématique. Et c'est ça, j'ai oublié, avec votre permission, une seconde s'il te plaît. Voilà, tu vous dis que les Bongos sont ruinés. Bongo père a laissé une fortune, une grande fortune, même la 10e génération ne pourrait jamais être pauvre. Merci, vous l'avez dit. Prenons l'élément et on revient tout de suite après. L'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, serait-il en train de sombrer peu à peu dans la pauvreté? C'est la question qui taraude les esprits au vu des péripéties financières auxquelles ce dernier fait face depuis la prise de pouvoir des militaires. En effet, après l'information faisant état de son incapacité à régler ses factures d'électricité, ce dernier fait face à une levée de boucliers des anciens agents de sa résidence sise à la Sablière. Dans une vidéo diffusée récemment sur les réseaux sociaux, les employés de l'ancien chef d'État ont exprimé les difficultés auxquelles ils font face, notamment du fait du non-paiement de leur salaire depuis plus de 6 mois. Selon ces derniers, nos familles comptent sur nos revenus, mais aujourd'hui nous sommes incapables de scolariser nos enfants, de les soigner, de les nourrir au quotidien et de payer nos loyers à nos bailleurs. Il faut dire que l'incapacité du président déchu, Ali Bongo Ondimba, à honorer ses charges domestiques serait consécutive au blocage de ses comptes bancaires. Face à cette situation de plus en plus intenable, ses compatriotes demandent non seulement le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire, le règlement de l'ensemble de leurs droits, mais en plus un redéploiement au sein de l'intendance de la présidence de la République. À cet effet, ils ont demandé au président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire preuve de clémence à leur endroit. Espérons que cet appel à l'aide trouvera un écho favorable auprès des plus hautes autorités. Jean-Maurice Mbok, là on est au cœur de quelque chose qui n'était pas prévu, que 3-4 mois après, on nous présente des employés de la résidence du président qui crient à l'aide, qui parlent de 6 mois sans salaire. C'est incroyable quand même lorsque l'on connaît la portée et la puissance financière du clan Bongo. Non, mais c'était prévu. Vous savez, on parlait tout à l'heure de l'arsenal juridique mondial. Il y a un ingrédient qui marche partout et qui passe à tous les coups, c'est le dilatoire. Quand on parle des biens mal acquis, en fait, c'est un principe de dilatoire. C'est-à-dire qu'on ne tient sur rien, on va supputer, et c'est le plus malin, le plus ingénieux qui va finir par s'en sortir. En fait, c'est une boule puante qu'on lance. Ce n'est que celui qui s'est fermé son nez qui va s'en sortir. Celui qui n'a pas le masque ou le cache-nez comme ils appellent. Mais là je rentre dans un principe même spirituel. Ceux qui n'ont pas de cache-nez ne vont pas s'en sortir dans le concept qui est mis sur pied. Au Gabon aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui est monté, on fait tout pour donner l'impression que le président Ali Bongo est, depuis 2018, depuis sa maladie, invalide. C'est ces gens qu'on voit. Est-ce que c'est une fabrication? J'arrive à ça, ce n'est pas une fabrication. Je vais rapidement évacuer ces questions. C'est l'intendance qui paye les salaires du personnel, ce n'est pas le président. Même quand un président est déchu ou sort du mandat, il y a un accompagnement au moins pour 3 ans. Il y a des frais qui accompagnent et son service et tout ce que ça comporte. Ça, une fois de plus, c'est le dilatoire. On est bien dans un montage qui commence par dire qu'il est invalide, il est incapable, tout ce que vous pouvez imaginer. Regardez les charges contre Sylvia Bongo et ses enfants. Oui. C'est la manipulation, c'est le faux usage de faux, c'est l'abus de pouvoir, c'est que en fait, ils ont même imité les signatures du président de la République pour mettre hors de cause Ali Bongo et essayer de trouver le bouc émissaire. Mais le but, en fait, c'est que, je le disais d'entrée, l'Afrique est en pleine ébullition. Oui. Certaines nations anticipent. Ali Bongo n'avait plus la capacité de protéger le clan Bongo, puisque vous l'appelez le clan Bongo. Oligui Nguema, le général, vient en fait en sauveur du clan Bongo. Il n'est pas venu ravager le clan Bongo. Il est venu sauver la fortune des Bongos. C'est pour ça que c'est gelé, c'est pour ça que c'est bloqué, mais ce n'est pas renversé, ce n'est pas détruit. C'est une petite partie. C'est une petite partie qui est bloquée. Tous les comptes qui sont aux États-Unis sont le free. Pourquoi tu les exploiter? Pourquoi pas? Non, aujourd'hui, il y a une situation
qu'on essaie de présenter au monde. Et c'est une logique qu'on a mise sur la table. On va aller jusqu'au bout. C'est qu'il ne répond plus de rien. Il ne peut plus rien signer. Il ne peut plus décider de rien. La mauvaise personne, c'est Sylvia. C'est elle la personne à abattre. Ses enfants sont dangereux. Regardez même la mise en scène quand on a attrapé ces enfants. On fait des photos. Ils sont assis à même le sol avec des mallettes d'argent autour d'eux. Franchement, qui va croire à une chose pareille? Et Olingema reprend aussi le vendeur de chanvre qui travaillait avec Ali Bongo, qu'on appelle Roi Béli. Les Gabonais suivent, Roi Béli. On crée une confrontation avec un ancien employé du palais juste pour enfoncer davantage Madame Bongo. Je ne suis pas l'avocat de Madame Bongo, mais je dis simplement que c'est le bouc émissaire facile dans le montage qui est fait. La France veut se blanchir. La France veut donner l'impression qu'ils ne sont pas derrière ça. Qui mieux que Sylvia Bongo pour être embastillée, pour justement donner une impression de justice, de neutralité. Mais les Africains ne sont pas dupes, c'est un montage. Merci. De l'autre côté, M. Le Guinguem a fait le travail que les Gabonais apprécient et nous disons que c'est bien. Mais il faut que nos gouvernants sachent, ceux qui observent ne sont pas dupes. C'est des gens quand même qui peuvent analyser, qui peuvent lire, qui peuvent comprendre. Aujourd'hui, il est question de sauvegarder la richesse du clan Bongo. Le général Oligui le fait. Mais si les Gabonais ont à manger, s'ils ont à boire, le SMIC est revalorisé, le prix du gaz diminue, si les conditions de vie des Gabonais s'améliorent, mais c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux. Le reste, c'est de la mascarade. On ne va pas acheter ça. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors tout de suite, c'est parti pour le grand bal des contributions. Antoine Awana, vous avez allumé le feu. Bonsoir Stéphane. Qui a le plus pollué l'Afrique que la France? Prenons seulement les œuvres d'art. La France connaît avoir pillé dans ses colonies des milliers d'œuvres d'art. Pour Ali Bongo, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de cycle. Merci à vous, cher monsieur Zigli. Je ne finis pas votre contribution. Vous savez pourquoi. Bonsoir panel panafricain. Antoine Awana n'est pas cohérent et il parle avec une telle conviction. Prière pour lui de bien vouloir se ressaisir. Le débat se poursuit. Paul Monunga, tu as manqué par tes analyses pertinentes au panel lundi dernier. Monsieur Billy Henry Frank, à quoi à Douala a réagi. Bonsoir. Pour une fois, Antoine Awana se perd à force de vouloir forcer l'expertise sur le Gabon, où Guinguema est président de la transition, président de la République, chef de l'État. Richard depuis Libreville qui réagit, cher Antoine Awana. Prenons notre contribution qui nous parvient à l'instant très rapidement. Bonsoir à vous. Au Gabon, c'est un film réalisé par Ali Bongo pour tout gérer. Merci à vous, Igor. Alors, pour Stéphane Mononga, on a là une scène de vie gabonaise qui est assez pathétique, s'il s'avérait qu'elle soit vraie. Mais cet exemple gabonais ne pourrait-il pas parler à bien d'autres clans de la sous-région qui parfois s'imaginent indéfinis ou alors infinis dans le temps? Ça aurait pu parler si le film était véritablement vrai. Vous ne croyez pas beaucoup? Pas vraiment, parce que j'ai lu la thèse du professeur Fougué sur l'extraversion de l'État. Quand il vous parle des accords du Gabon, la famille Bongo avait un pourcentage dans le pétrole. Ça veut dire qu'il y a une part pour la France, il y a une part pour le Gabon et il y a une part pour la famille Bongo. Je ne veux pas citer le pourcentage ici parce que je ne veux pas blesser les sensibilités. Ali est bloqué. Est-ce qu'il est en capacité de pouvoir... on a vu des messieurs là qui disent qu'ils travaillent là à la maison et ils n'ont rien depuis 5 mois. J'ai envie de dire que le problème du Gabon, c'est un malentendu doublement entendu. Ça veut dire que les gars se sont entendus dans le secret. C'est ça. Ils ont dit, le schéma, comme on dit au Cameroun, le schéma est déjà là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maintenant montrer qu'Ali Bongo en réalité ne peut plus rien. Le sauveur maintenant c'est Oligui Nguema. Tellement il est le sauveur qu'il a même bloqué les comptes d'Ali. Ali ne peut même plus payer les salaires. Donc il travaille tellement bien que en fait c'est même lui qu'on doit voter aux prochaines élections. C'est le schéma qu'il faut. Oligui Nguema ne nous a jamais dit qu'il est candidat à quelque chose. Il sera candidat. Nous sommes en politique. Il sera candidat. Nous sommes en politique. Donc là où il est là, on est dans un schéma qui a déjà été très bien pensé parce qu'en réalité ça c'est un film. La famille Bongo est tellement riche
Je sais de quoi il parle. Il a dit, je ne donne pas le pourcentage que la famille Bongo avait dans les accords de pétrole avec la France. Vous imaginez, une famille a un pourcentage dans les accords du pétrole, dont la France a son pourcentage, le peuple gabonais a son pourcentage, et la famille Bongo a son pourcentage. C'est une famille hyper riche, qui risque de ne plus être pauvre jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc j'ai envie de dire que ce qu'on est en train d'observer là en réalité, ce n'est pas le genre de transition là que l'Afrique a besoin. Voilà. L'Afrique a besoin de vraies transitions. Merci. Un peu comme celle de l'AES. Merci Paul Stéphane Menunga. Les contributions, elles arrivent au moment où nous épiloguons. Bonsoir Monsieur Mbarga. Les panélistes font trop d'affirmations qu'ils ne peuvent étayer. Parfois les choses ne sont pas toujours telles que vous les voyez. Alors Antoine Awana, comment est-ce que vous voyez les choses de ce côté avec ces fonctionnaires ou agents d'entretien qui se plaignent d'avoir été spoliés par l'ex-chef d'État ou alors le chef d'État, c'est vous qui dites qu'il n'est plus en exercice, par Ali Bongo, et qui crie vengeance ou alors justice auprès du nouveau Oligui Nguema. Je vous ai dit, à l'entame de mes propos, que ces choses-là, c'est comme... Je parle sous le contrôle de M. Mbok. Hein. C'est comme quand on remplace Saint-Pierre par Saint-Paul. Tout ce qu'on fait là, c'est de la manipulation. Je vous dis, Stéphane le disait, moi je l'ai dit à ma façon, avec mes termes. Personne n'est pauvre chez les Bongo et personne ne sera pauvre. Stéphane, je mets tout, quiconque au défi. Qu'on me montre un seul papier qui dit que on a bloqué tel compte d'Ali Bongo dans telle banque avec les numéros de compte et les RIB. Qu'on montre un papier. Ce sont des simples déclarations simplistes, fantaisistes, juste pour voiler la face cachée de l'iceberg. Bongo est là. Oligui Nguema n'a jamais été élu président de la République. Passer des élections au suffrage universel direct. C'est le président de la transition et il est chef d'État. Point barre. En attendant qu'il organise des élections transparentes, crédibles et claires, auxquelles il sera lui-même candidat. Parce que c'est ce que les Français ont maquillé avec des histoires d'orbi. Les Bongos sont riches. Et c'est que je relais une contribution. Voilà, vas-y. C'est dans cette émission aussi pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Il y a un là qui insiste particulièrement à ce que je relève sa contribution. Oui. Que dit-il? Il dit bonsoir, vous vous attirerez encore le foudre du Gabon. Il y a tant à dire sur notre pays, le Cameroun. Je vous remets la parole. Bon, voilà, d'accord. Nous, on n'a pas de problème avec la haute autorité de la communication. Ce que nous disons ici, c'est une vérité vraie. Je mets quiconque au défi. Apportez-moi un document écrit qui dit qu'on a scellé tel compte de... Vous connaissez l'argent que la famille Bongo a au Maroc? Vous voulez que j'aille dans les petits détails? Vous connaissez combien d'argent Ali Bongo aux États-Unis? Vous connaissez qu'il y a en Arabie Saoudite? Vous racontez quoi? C'est une mascarade. Et les ouvriers là sont manipulés. On leur donne un peu de la régape. Et allez dire à la télévision que... Eux aussi viennent dire, pourquoi ils ne démissionnent pas? Non, ils disent qu'ils aiment leur président. Ils voudraient qu'ils soient réintégrés dans les effectifs de la nouvelle présidence. C'est ce qu'ils disent. Ouais, ils vont être intégrés. Mais alors, comment on appelle ça? Machin Gabon là, les déflatés ils ont été intégrés. On a payé. Oligui a payé. Non, entre nous disons non de vérité. Oligui a payé, mais il a promis ciel, mais merveille au peuple gabonais. Il ne le fait pas. Moi, je l'ai pris un petit exemple. Ils veulent vilipender Madame Sylvia. Je ne suis pas son avocat. Mais j'ai dit la vérité. Mais son trafiquant, son dealer, qu'on appelle au Gabon, Roi Béni. Mais il travaille avec Oligui Nguema. On va faire non, attends, je vous dis, je mets quiconque au défi. La gabonais. Non, on n'a pas vu. Les Gabonais nous suivent. Là, c'est très grave. Oui. Il a accompagné. Non, il a accompagné. Alors, je prends un exemple pour vous prouver ce que je suis en train de dire. Les fondations où Oligui a mis 4 milliards par rapport à ces deux femmes. Ah oui, 4 milliards, ça fait 8 milliards. Les Gabonais le savent et les Gabonais pleurent. Ils pleurent, je le dis en toute sincérité.
Ça, je le dis. Qu'un Gabonais m'apporte la preuve du contraire que Oligui Nguema n'a pas débloqué 8 milliards pour ces deux femmes, qu'on appelle là-bas pompeusement les premières dames. Il n'a pas encore gagné les élections. Attends, on va se calmer. Je voudrais que les Gabonais réagissent par rapport à ce que j'ai dit là. Le président Oligui de transition que nous avons vu, voilà. On ne l'a jamais vu avec des femmes. On sait que Zikaël là, c'est la première. Je donne les noms. Vraiment, c'est terrible ça. N'allons pas vers quelque chose qui va encore nous mettre en difficulté. Non, on ne pourra jamais être mis en difficulté parce que, vous savez, il y a deux possibilités, il y a deux choses, deux alternatives, deux déterminants. Quand on suspend une chaîne de télévision, c'est parce qu'elle a dit la vérité. Nous avons prédit ce qui arrive au Gabonais là. La haute autorité de la communication nous a suspendu, mais à la fin, il y a eu un coup d'État. Nous voici en train de dire encore des choses réelles. Juste pour l'émancipation du peuple gabonais, le peuple souffre. Parce qu'Oligui est venu comme un sauveur, comme un Jésus-Christ. Mais quelques mois après, c'est les dérives. Il fait tout ce que la famille Bongo faisait. Là-bas, les Gabonais sont là. Mais eux, ils n'ont pas la possibilité de dire tout haut ce qui se passe tout bas là-bas. Oui. Mais nous avons ce privilège-là pour édifier les Africains. Je dis et je répète que... On voit un président Oligui Nguema adoubé par le peuple gabonais. Adoubé entre guillemets. Bon. Mais adoubé pour servir les intérêts de la France-Afrique. La France-Afrique n'est pas finie là-bas. Je reviens vers vous. Jean-Moïse Mbok, c'est vrai que le souhait de Ouro Africa n'est pas de se mettre une fois de plus à dos le peuple frère gabonais. Les analyses sont faites, les révélations parfois sont faites, les prédictions. Malheureusement, nous avons eu raison pour la dernière fois. On ne sait pas avoir raison à chaque fois pour souhaiter un malheur à un pays frère. Alors, est-ce que, je posais la question à Paul Stéphane, qu'il n'est pas question pour ceux qui sont en situation de responsabilité de pouvoir penser à l'après et sur comment est-ce qu'on se positionne. Voilà un chef d'État qui hier encore faisait la pluie et le beau temps sur le continent, et même ailleurs, mais qui aujourd'hui semble malheureusement affaibli par la maladie, mais selon les déclarations, affaibli aussi côté financier du fait de comptes bancaires bloqués et de biens mal acquis ici et là. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en responsabilité pour préparer ces lendemains? Quand on se laisse prendre par l'ivresse du pouvoir, les conséquences sont dramatiques. Elles sont ravageuses. On n'a qu'à voir le Sénégal, qui sera aussi un de nos sujets. C'est l'ivresse du pouvoir. En fait, on a l'impression que ceux qui ne sont pas préparés, mais de manière simple, de manière humaine, à diriger le pouvoir, ont parfois l'impression qu'il faut le diriger avec des esprits et des accompagnements bizarres. Par exemple, ne jamais laisser, vouloir rester là à vitam aeternam et ne pas penser au lendemain. Tout ce qui se passe là en Afrique, et ça nous donne encore de saluer le grand Georges Weah, qui est un des rares qui a compris que je ne suis pas éternel, je suis là pour un temps, je dois pouvoir laisser la place à l'autre. Malheureusement, on a l'impression que le message qu'il a voulu passer n'a pas été entendu. Il a rapidement été battu en brèche avec même ce qu'on n'imaginait pas, notamment le Sénégal. L'histoire du Gabon, la seule chose qui est vraie, c'est l'état de santé d'Ali Bongo. Oui. C'est la seule chose qui est vraie. Le reste, il fallait bien faire quelque chose. Ils ont choisi de faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est un choix. Et pour l'instant, ça marche. Parce que les enjeux, Paul Stéphane le relevait, les enjeux sont importants. C'est mon ami, on parle là du pétrole. On parle de milliards de dollars. On n'est pas en train de parler des centimes ou des 500 francs. On parle de milliards de dollars. Et à ce niveau, parce que les enjeux sont graves et que la France est dans une posture que nous connaissons tous aujourd'hui en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, il faut tout faire pour sauvegarder les miettes qu'on peut sauvegarder. Parce que si la France perd toute l'Afrique, le lendemain, elle est ruinée. Elle est appauvrie. Ça va même être eux qui vont commencer à demander des visas pour venir chercher le travail ici. Et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Comme les Portugais en Angola. Bien. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et pour que ça n'arrive pas, ils ont vu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On a anticipé au Gabon, tout simplement. C'était une anticipation. L'état de santé, en fait, tout était réuni pour que l'anticipation passe comme une lettre à la poste. L'état de santé du chef de l'État,
les contrats même qui avaient commencé à être mis à mal parce que il faut quand même dire qu'il y avait des signatures et des décisions quand même bizarres qui se prenaient à la présidence, je crois qu'ils n'arrangeaient pas trop certains partenaires. Il fallait arrêter la saignée, il fallait prendre des mesures. Les mesures ont été prises. Mais nous sommes simplement ici en train de dire que c'est un autre cas d'école qui soit sera appris par les gouvernants, soit ils vont une fois de plus vouloir se moquer de l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire finit toujours par nous rattraper. Au moins, ne serait-ce qu'un rappel pour dire attention, ce qui vous arrive là, c'est arrivé à quelqu'un hier. Oui. Vous l'avez vu, vous n'avez pas voulu apprendre. Aujourd'hui, M. Oligui Nguema, à côté de tout ce qu'on peut dire, a encore l'occasion de faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, pour démontrer que même si c'est un projet qu'on avait mis sur pied, l'intérêt supérieur du Gabon est quand même, en fait, compte dans le projet, dans la projection. On parle de la dette extérieure qu'il a réglée. C'est formidable. On parle de revalorisation, parce que je préfère prendre les bons côtés. Je laisse d'abord le côté de toutes les dames que je ne connais pas. Moi, on connaît cette première dame. Voilà, je veux prendre le côté des annonces qu'il a fait de lui-même et qui n'ont pas été contestées lors de son discours. Il a dit ce qu'il a fait. Les Gabonais disent ou alors apprécient ce qu'il fait. On a l'impression qu'il y a un changement qui est amorcé au Gabon. J'ai envie de parler comme au Cameroun, pourvu que ça dure. Parce que si ça ne dure pas, ça va être une fois de plus la honte des Africains. Stéphane, je vais sortir en disant ceci. Si le système démocratique occidental ne marche pas en Afrique, il est important aujourd'hui qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Si on ne veut plus être la risée du monde, avec les mandats qui ne finissent plus, avec les changements de constitution, mais qu'on se dise que ce n'est pas le modèle démocratique ou alors politique qui est le nôtre, qu'on définisse un modèle qui est même un modèle de la royauté, ou un modèle, je ne sais pas quel modèle, c'était Paul Stéphane qui est politologue, on nous trouve le terme approprié, mais qu'on définisse un modèle qui sied à l'Afrique, de manière à ce que nos dirigeants soient là 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qu'ils puissent également savoir que le peuple a besoin de mieux-être. Stéphane, on a fait toute la journée à Yaoundé sans lumière. Oui, c'est une nouveauté. Le problème, une fois de plus, ce n'est pas une affaire de longévité au pouvoir. C'est une affaire d'action concrète pour que les populations vivent bien. Comment est-ce qu'on va dire ça pour qu'on soit entendu, bon Dieu? On a besoin que les conditions de vie des Camerounais, des Africains changent. Celui qui est là au pouvoir et qui fait ce travail, le Maroc là, ils ont le système royal, non? Non, le roi, oui. Le roi fait ce qu'il a à faire pour les populations. Est-ce que ça ne marche pas? Je vois que ça marche. Que les dirigeants africains arrêtent l'affaire de démocratie occidentale, qu'ils deviennent des rois, des princes, des monarques, tout ce que vous voulez, mais que les populations bénéficient. Donc il faut que ce soit bien clair avant que les gens ne viennent commencer à vouloir mettre les organes sur des sujets qui ne nous regardent pas. Vous voulez le pouvoir, restez avec votre pouvoir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des populations. Merci Jean-Moïse Mbok. Bonsoir Stéphane. Si les panélistes connaissent le montant de la fortune des Bongo, pourquoi ne le disent-ils pas? Ils racontent trop de choses qui sont malheureusement, qui ne peuvent pas prouver. Merci pour la contribution. On a beaucoup de défenseurs de Oligui Nguema. Bonsoir à vous. Je vous conseille de parler du Cameroun. Le Gabon, c'est l'Afrique. Oh là là. On parle de tous les pays africains. Ourou, c'est toute l'Afrique. Rapidement, on va y aller. Dites à ce monsieur que c'est pas un coup d'État, mais c'est la restauration des institutions. Merci pour... c'est la science politique, hein. Oui. À la gabonaise. Antoine, on peut être ruiné en quelques secondes. La France ne lâche pas ses compatriotes. Je respecte, c'est un film réalisé par Ali Bongo. Il tient le téléspectateur à son idée. Nous n'avons pas fini de résoudre nos problèmes au Cameroun, mais nous sommes en train de demander à un peuple frère d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas trop où est-ce que le téléspectateur veut nous amener. Bonsoir sur le plateau. Le crépuscule de la famille Bongo là. Je veux rappeler à l'un des panélistes que la famille Bongo a des décennies de pouvoir.
on ne peut pas s'attendre à ce que les Bongo deviennent misérables du jour au lendemain. Mais la vérité est qu'une dynastie a pris fin au Gabon. Bientôt, vous entendrez les biens des Bongo bloqués dans tous les paradis fiscaux où ils sont logés au titre des biens mal acquis. Jean Bolengon à Obala, merci pour la contribution. Alors, Paul-Stéphane Manunga, en une minute, est-ce que les Bongo vont échapper à la malédiction de ces familles présidentielles-là? Vous savez dans quelles conditions est décédé le feu maréchal Mobutu au Zaïre. Vous savez, même au Cameroun, le président Ahidjo, toutes les querelles qu'il y a eu sur sa sépulture, qui continuent même sur sa sépulture, sur ses biens, où il existe quelques interrogations. Vous savez comment Abré est fini. Vous savez, est-ce qu'il y a une malédiction de l'après-présidence pour les chefs d'État africains? Généralement, parce que, vous savez, les longs règnes en Afrique causent beaucoup de problèmes. Mais pour répondre à votre question, j'ai envie de dire que c'est quand le président de la transition aura sa légitimité qu'on va savoir si la famille Bongo va échapper ou pas. Oui. Parce qu'il est quand même dans un système qui est encore contrôlé par les Bongo. Ça, c'est une vérité qu'il faudrait qu'on se dise. Il est dans un système qui est encore... Paul-Stéphane, je reviens à vous dans une minute, le temps de prendre une brève transition. Retour sur le plateau de Ouro Africa après cette légère interruption. Nous épiloguons sur la situation au Gabon. Paul-Stéphane Manunga, vous aviez la parole et nous étions justement en train de nous interroger s'il n'y avait pas une malédiction après la présidence. Nous avons cité des cas de famille, Bokassa sur ce plateau, Mobutu, Ben Ali, Hissène Habré. Bref, est-ce qu'il existe une malédiction lorsqu'on quitte la présidence en Afrique? Au regard de tous les cas que vous avez évoqués, on pourrait dire qu'il existe une malédiction, mais en même temps aussi, vous allez remarquer que la plupart de ces présidents partent toujours de la même manière. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de quand Oligui Nguema, le président de la transition du Gabon, aura sa légitimité. Vous savez qu'actuellement, il faut manager avec beaucoup de tact, parce que qu'on le veuille ou pas, le système est encore bongotisé, si je peux utiliser ce néologisme. Du coup, il faut avoir beaucoup de tact, manœuvrer jusqu'aux élections, et maintenant, quand on a donc sa légitimité, peut-être impulser maintenant ce qu'on voudrait impulser. Donc moi, je pense que c'est après une élection au Gabon qu'on saura effectivement
ce qu'Oligui Nguema veut véritablement faire du Gabon et d'Ali Bongo. Parce que il peut justement décider de ruiner Ali Bongo. Il peut le décider quand il a la légitimité. Comme il peut aussi décider de protéger la richesse d'Ali Bongo. Donc moi je pense que donnons-nous encore du temps et voyons avec le temps ce que Oligui Nguema va nous présenter dans les actions. Merci Paul Stéphane Manunga. Au plat de course, les réactions qui nous parviennent. Stéphane, je reviens. Vraiment, soyons loyalistes et intègres. Ce pays va dans l'abîme au fur et à mesure du temps passé. Biya nous a fini. Bref, nous on parle du Gabon, cher monsieur. Nous ne sommes pas encore sur les péripéties camerounaises. Nous, quand nous parlerons et évoquerons le Cameroun, nous allons le faire. Rassurez-vous, sur Ouro Africa, il n'y a pas de sujet tabou. Antoine Awana, vous le savez aussi bien que moi. Alors, prenons d'autres réactions. Bonsoir au panel. Monsieur Mbok, j'apprécie votre façon de parler. J'apprends beaucoup de vous. C'est Patrick Juvin qui écrit depuis le Lodorf. C'est dans le sud Cameroun. Nous avons finalement été rejoints au pas de course, je l'ai encore dit, par notre quatrième et dernier invité. La forte pluie qui s'abat à l'instant sur Yaoundé. Peut-être aura eu raison de sa volonté, mais quoi qu'il en soit, il est là, il est un visage que vous avez déjà eu à observer et à regarder sur Ouro Africa. Il est universitaire, il s'appelle Faustin Etouké. Nous lui disons avec beaucoup de considération, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux téléspectateurs de Info TV. Quelles que soient les raisons qui pourraient justifier mon retard, je demande pardon. J'aurais dû m'arranger avec les intempéries et tous les aléas qui peuvent être cités. Je suis en retard, il n'y a pas d'excuse. Merci de m'accueillir avec retard sur votre plateau. Bonsoir aux copanélistes en studio. C'est un plaisir toujours renouvelé de venir contribuer à la tribune panafricaine pour partager des idées et puis peut-être relever aussi avec le pan scientifique épistémologique l'analyse des événements de société qui ont une certaine ampleur ou amplitude. Alors, je reste avec vous, Faustin. Vous arrivez au moment où nous épiloguons sur la santé financière du clan Bongo. Des informations et quelques indiscrétions nous font savoir que justement, de ce côté-là, ça ne va pas très fort, malgré que sur le plateau, il y ait quelques résistances à cette assertion. Aujourd'hui, je reviens avec la question sur laquelle j'ai fait réagir Paul Stéphane Manunga. Est-ce qu'il y a une malédiction qui concerne la pré-présidence au niveau du continent africain? Parce qu'on a l'impression que généralement, après avoir quitté le pouvoir, hormis quelques exceptions, on évoquait Georges Weah, que c'est la faim, c'est la dèche, c'est la mort, c'est la famine. Est-ce qu'il y a une malédiction? Non, il n'y a pas de malédiction. Il faut répondre de manière assez franche, assez catégorique. Il n'y a pas de malédiction. Au contraire même, vous savez, monsieur Bongo, sa famille, ils sont vivants. Il y a eu changement de régime politique, ils sont vivants. Donc, avant, il faut savoir comment ça se passait. Avant, pas nécessairement en Afrique. C'est-à-dire, nous vivons dans une époque où nous sommes habitués au changement de régime sous d'autres cieux qui semblent suffisamment devenus fluides. Bon, en Afrique noire, il y a encore des petits couacs, il y a des coups de force militaires qui semblent encore avoir quelques beaux jours devant eux. Mais sur l'histoire globale du monde, les changements de régime relativement violents avec extermination de la famille biologique du précédent, ça a été largement connu. Or, nous sommes dans une Afrique aujourd'hui où un poutiste ou un homme fort peut prendre le pouvoir et vous voyez, on ne passe pas à la purge tous les membres de la famille de celui à qui on a arraché le pouvoir. Oui. Nous sommes seulement en train de raisonner, bon, santé financière ici, sont-ils détenus au secret ou pas? Ont-ils accès aux droits
minimum ont-ils accès aux médecins, mais nous ne sommes pas en train de... Est-ce qu'ils ont tous été guillotinés? Non, nous ne sommes plus là. C'est pour dire... L'Afrique a évolué, Faustin. C'est dans cette évolution peut-être à pas forcer que nous sommes en train d'apprécier, parce qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ailleurs, parce qu'il faut raisonner et développer dans la perspective de l'Afrique que nous voulons construire. Ce rassemblement des énergies africaines, en fait, qu'on peut appeler panafricanisme, que nous voulons construire. Oui. C'est pour aller vers quoi? C'est pour aller vers où? Peut-être vers une Afrique où les transitions des pouvoirs politiques se passera de manière fluide et sans heurts. Et comment ça peut arriver? On peut prendre exemple sur ce qui est en train de se faire en Afrique, où ce n'est plus aussi violent qu'avant. Même les coups d'État ne sont plus particulièrement meurtriers. Si vous voyez un peu certaines révolutions, peut-être entre guillemets, de palais qui se passent. Nous le disons pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer au Gabon, qui s'est passé peut-être un peu au Mali avant, au Burkina, etc., qui se passera peut-être, on ne va pas citer un pays parce que ce n'est pas une boule de cristal, mais on pourrait citer des pays dans lesquels cela peut arriver. L'Afrique est en train de mûrir de façon accélérée, pas de sa propre maturation, pas de sa propre vitesse, mais nous nous mettons d'une certaine manière, n'est-ce pas, au pas de transition où les autres pays, c'est là où la comparaison peut être intéressante. Parce qu'ailleurs, ils font comment pour que les transitions politiques ne soient plus l'objet, l'occasion d'un fleuve de sang. Ils ont dû comprendre à leur corps défendant que derrière ce mot démocratie, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais derrière ces mécanismes policés par lesquels les transitions de pouvoir peuvent se passer devant les caméras, un peu ce que M. Georges Weah a essayé de faire. C'est génial, c'est gigantesque, peut-être on n'en prend pas toute la mesure. Il aurait pu s'accrocher, il aurait pu faire certaines choses. Bon, c'est encore un épiphénomène en Afrique, vous comprenez. Mais il aurait pu, il ne l'a pas fait. Mais ailleurs, ils le font systématiquement. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont plus conscients qu'il y a plus à gagner en se retirant après un certain délai qu'en essayant de s'accrocher. Merci. Et nous, je crois que c'est une leçon que nous pouvons essayer d'acquérir sans verser des fleuves de sang en Afrique. Parce qu'ailleurs où c'est arrivé, c'était après que des fleuves de sang aient coulé. Merci Faustin Etouké, les réactions. Bonsoir, ma famille et moi regardons actuellement votre émission depuis Libreville à Owendo. Nous soutenons ce que vous faites et merci pour vos efforts. Merci à vous. Dommage que le message ne soit pas signé. Alors, prenons cet autre. Bonsoir le plateau. Bonsoir Antoine Nawana, mon frère d'une autre maman. L'Afrique est-elle dans la tourmente ou bien les vieux démons se sont réveillés? Bien dit, Dr Mbok, la démocratie à l'européenne. Merci à vous, chère Madame Barga, pour la contribution. On va prendre une autre. Bonsoir Stéphane. Te voilà encore revenu avec les affaires. Voilà. On va s'arrêter là. On a discuté un peu. J'essaye de l'objectif n'est pas de remettre les problèmes. Je rappelais à Stéphane que lui, le Gabon, c'est une histoire d'amour. Hein. On n'est pas là pour justement essayer de causer du trouble à ce pays frère. On va même d'ailleurs s'arrêter là et on va rester attentif à ce qui est dit du côté de Libreville sur la question. La question, Paul Stéphane, vous n'allez pas parvenir à me distraire. La question du clan Bongo, on va rester attentif à tous ces procès en cascade du côté de l'Hexagone sur cette famille. Et on va aussi dire que l'objectif n'est pas de nuire ou de ternir aux efforts qui sont faits par le président de transition, Brice Clotaire Odeguinyema. Après que je l'ai dit, on prend une brève transition, on revient tout de suite après pour évoquer justement une autre en suspens, une transition peut-être du côté du Sénégal.
Retour sur le plateau de Ouro Africa. Nous allons au pas de course, je l'ai dit en introduction ce soir, nous déporter du côté du Sénégal avec beaucoup d'attention. Nous parlons là de ces pays où l'on ne sait véritablement plus à quel sein se vouer. Vous avez eu écho de ce désir du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Le Conseil constitutionnel a tout de suite dit non. Le président Macky a donc décidé à son niveau d'interpeller la classe politique et de la réunir autour de lui ce lundi, je l'ai dit, et même mardi demain. La classe politique d'opposition dit niet à cette optique de dialogue-là. Alors, s'achemine-t-on vers une transition? C'est l'interrogation à laquelle nous allons essayer d'apporter des analyses ce soir, lorsque vous savez que il est clair que pour l'opposition, on dit Macky Sall ne sera plus reconnu président au-delà du 2 avril. Qu'est-ce qu'on fait? La transition sera-t-elle effective? Je vous pose la question tout de suite, Antoine Awana. Qu'est-ce qu'on fait? Stéphane, je crois que la situation est très critique au Sénégal. Parce que ce qui se passe là, ce qui se trame là au Sénégal, on a eu ça aussi en Afrique centrale, à une année en 97, au Congo-Brazzaville. Je prends ces exemples-là. L'Issouba, le mandat est fini, terminé. Le président du Conseil constitutionnel, paix à son âme, Maître Ambroise Hervé Malonga, qui était bâtonnier de l'ordre des avocats du Congo, prolonge le mandat de l'Issouba après expiration. Oui. Sassou Nguesso se fâche. Oui. Résultat de compte, la guerre mondiale de 97, parce que cette guerre m'a trouvé au Congo. J'ai marché à pied 518 km pour fuir la guerre de Brazzaville à Pointe-Noire pendant 3 mois. J'ai vu des atrocités, piler les bébés dans les mortiers. Je vous assure, j'ai mangé des feuilles de manioc cru. Vous avez l'argent, vous n'avez rien. Vous n'avez pas quelque chose à manger, pas de boutique, rien. Je suis arrivé à Loboumu. Et puis de Loboumu, c'est ce que vous appelez Dolézy, ce qu'ils appellent là-bas Dolézy. Je suis allé me réfugier à Pointe-Noire. C'est là où j'ai pris Air Afrique pour aller au Gabon. Et du Gabon, Douala. Donc, ce que Macky Sall est en train. Parce que chez nous, ici, vous parlez comme des Camerounais, on ne dessine pas le diable sur le mur. Si vous le dessinez, il rentre dans votre concession, il s'assoit et il fait des dégâts. Parce que, voyez-vous, lui-même décide de ne plus se porter candidat. Mais il crée, comme j'aime toujours titiller mon jeune frère Menouga, il dit que c'est la science politique à la Macky Sall. Quelqu'un qui prévoit une crise préélectorale et une autre crise post-électorale pour imposer aux Sénégalais une transition. Justement parce que l'agenda secret que l'impérialiste lui a donné, il veut à tout prix matérialiser ça. Donc Stéphane, c'est pas de la blague. Je crois que les Africains doivent prendre cette histoire très au sérieux. Et il a oublié une seule chose encore, c'est que les Sénégalais constituent une foule qui sait faire foule. Hein, Dr Mbok, vous vous souvenez du mouvement Y'en a marre? Oui. Au Sénégal. C'est pas des gens qu'on peut manipuler, les Sénégalais. Depuis les années 60, on n'a jamais vu au Sénégal, depuis la présidence de Senghor, en passant par Ouad, Abdou Diouf, on n'a jamais vu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Qu'est-ce que Macky Sall veut? Il veut tuer les Sénégalais. La classe, les ténors de l'opposition sont embastillés, sont encore en prison. Madame Rose Wardil, arrêtée. L'ancien Premier ministre Aminata Touré, arrêté, mise en cellule. Dès que vous levez la tête, on vous écrase. Est-ce que c'est ça, comme il a posé, c'est ça la démocratie?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, Stéphane, moi je suis inquiet. Hein. Je suis inquiet. Parce que les opposants disent que, et l'immense majorité des Sénégalais avec, passé la date du 2 avril, oui. Macky Sall n'est plus considéré comme un président. Alors il y aura donc une vacance là-bas. Et maintenant, les dates des élections, personne ne pourra, même le président de, comment vous appelez ça, du Sénat, personne ne pourra organiser les élections. Et c'est un désordre total qui va s'installer. Et ce désordre ne profitera ni à l'Afrique, ni aux Sénégalais. Et nous, panafricanistes de notre État, nous ne voulons pas que ce genre de choses arrive à notre peuple frère, à notre pays frère, le Sénégal. Je supplie Macky Sall de se retirer de cette histoire et de faire appliquer tous les mécanismes de dévolution du pouvoir qui sont reconnus par la Constitution, la loi fondamentale qui régit tous ces systèmes-là au Sénégal. Ça ne sert à rien, mais je sais, Macky Sall est entre le marteau et l'enclume. La France lui a donné un agenda caché. Les Français lui ont dit, tu veux laisser le Premier ministre. Mais celui-là n'est pas représentatif. Il ne peut pas défendre les intérêts de la France au Sénégal. Alors, il faut nous trouver quelqu'un d'autre. D'où donc ce ping-pong politique, d'où donc cette mascarade, cette science politique qu'on veut inventer pour imposer ça au peuple sénégalais qui a des yeux. Les Congolais disent « Wumeuna, Wumenuna Meso ». Ça veut dire qu'on ne peut tromper que ceux qui n'ont pas des yeux. Merci Antoine Awana. Je prends tout de suite une réaction qui va me permettre de donner la parole à M. Jean-Moïse Mbok. Je vais me placer en faux par rapport à M. Mbok qui suggère aux dirigeants africains de devenir des monarques. La démocratie n'est pas une valeur occidentale, elle est une aspiration humaine. Les Occidentaux eux-mêmes ont connu les pires dictatures et royaumes de l'histoire, mais ils ne se sont pas contactés d'adopter les dictatures par pur défaitisme. Pensez-vous que des gens qui ne peuvent pas œuvrer au bien de leur population en situation démocratique pourront le faire en tant que monarque? C'est un peu léger comme analyse, conclut Jean Bolingon. Alors, Jean-Moïse Mbok, je ne vais pas vous demander accessoirement de réagir, vous pouvez le faire, mais la situation au Sénégal, telle qu'elle s'exprime, elle apparaît comme une situation qu'on aurait pu éviter si chacun restait tout simplement à sa place et s'en tenait à la parole donnée, c'est-à-dire mon mandat fini, je m'en vais, j'organise des élections libres et transparentes pour que la démocratie suive son cours. Stéphane, j'ai passé le temps à vous dire que moi j'ai vu cette affaire venir. J'ai vu la danse macabre du président Macky Sall. Vous vous souvenez qu'il a entretenu le suspense. Je vais me présenter, je ne vais pas me présenter, je vais pas. Puis, il va en France, où il y a déjà une forme d'annonce de sa candidature. Depuis la France, il y a un cinéma qui se fait. Et puis, il revient et il s'attaque directement à celui qui est le problème, Ousmane Sonko. Oui. Vous l'avez identifié comme problème. Je l'avais dit depuis, Ousmane Sonko, son erreur avait été d'affronter le lion dans une caverne. Il fallait qu'il sorte, qu'il se mette vraiment au large avant d'affronter le lion. Là, vous affrontez un président qui est en fonction, mon ami, il a encore les manettes à main, il a encore tous les pouvoirs et vous met mal à l'aise. Ousmane Sonko, vous vous souvenez de sa déclaration à l'hémicycle, quand il était député, quand il a fait ce discours contre l'impérialisme, contre la France, contre tout ce que la France fait, contre l'Afrique et en particulier le Sénégal, et qu'il était important que la France soit éjectée du Sénégal. Là, il s'est mis à dos tout le système impérialiste qui a pour seule mission de museler tout Africain qui dit des choses de manière sensée, de manière cohérente, de manière juste. Son erreur à lui était de rentrer dans une réaction quant à ce que M. Macky Sall faisait, parce que la politique, ce n'est pas une histoire de bisounours. Oui. Dans certains cadres, il faut être lucide, serein, calme, posé. Parce que la mode de parole que vous avancez,
il y a, comme quelqu'un les a appelés, les apprentis sorciers, qui savent analyser, développer, donner un sens, même de ce que vous n'avez pas dit. Un peu comme mon ami qui a interprété ce que j'ai dit. Moi, je disais une chose, il est venu comprendre ce qu'il a compris. Libre à lui de fantasmer comme chacun a sa façon de comprendre les choses. Ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé au Sénégal, en mon sens, était prévisible. Monsieur Macky Sall, aujourd'hui, profite simplement... Prévisible jusqu'à quel niveau? Puisque la tentative de report est passée par l'Assemblée nationale dans les conditions que l'on connaît, avec des députés de l'exposition exclus de la salle. Mais jusque-là, personne n'aurait pensé que le Conseil constitutionnel sénégalais lui-même amputé de 2 membres, puisqu'ils sont désormais 5, alors qu'ils étaient 7. Ouais. Il y a eu une affaire de corruption qui est passée par là. Alors aujourd'hui, qui aurait pu penser que le Conseil constitutionnel sénégalais aurait pu aller jusqu'à véritablement recadrer l'ambition présidentielle de report du président Macky Sall? Non, ils ont dit, le Conseil constitutionnel dit ce qu'il a dit, mais je vous dis que les manœuvres du dilatoire restent ouvertes. Ouais. Le droit n'est pas une science figée. Il y a toujours un moyen de pouvoir contourner, de pouvoir trouver une manœuvre qui permet d'atteindre ses objectifs. Et ça se fait fortement en politique. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest dans sa globalité est en ébullition. On parlait de l'Afrique, mais de l'Afrique de l'Est beaucoup plus. En ébullition, on voit ce qui se passe avec ces 4 pays qui sortent de la CEDEAO. Vous voyez un peu la faiblesse de la CEDEAO est en train chaque jour de s'exposer. Oui. Et Macky Sall sait aujourd'hui qu'il n'y a personne qui viendrait lui faire la leçon. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va lui faire la leçon de démocratie. On sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qui en Afrique de l'Est viendra lui parler. Donc aujourd'hui, moi je pense, ce n'est que mon avis, il y a un programme derrière pour maintenir les intérêts français. Jean-Maurice, voilà, petite projection. Comment est-ce que vous voyez le Sénégal au-delà du 2 avril? Au-delà du 2 avril... Avec Macky Sall, avec les élections organisées, comment est-ce que vous voyez ce pays? C'est une question de deal. Si les deals se déroulent bien d'ici le 2 avril, M. Macky Sall va laisser tomber les choses. C'est une question de deal. Mais si ça ne se passe pas au-delà du 2 avril. Si ça ne se passe pas bien, et puis il est encore là, les élections devaient se passer quand? Hier. C'était pas hier. Pourquoi elles ne se sont pas passées? Parce que les deals sont encore en train, et on est encore en pleine tractation. Là, c'est encore la négociation. Je dis, ce n'est pas un monde de bisounours. M. Macky Sall sait qu'avec ce qu'il a fait à M. Sonko, l'épée de Damoclès est sur sa tête. Il le sait, sur plusieurs sujets. Parce que Ousmane Sonko, lui a quand même intenté un procès avec des éléments clairs de détournement. Il sait qu'il est en difficulté. Quelles sont les garanties qu'il a avant de partir? C'est ce qu'il recherche. Oui. Qu'est-ce que la France a comme garantie avant de libérer son serviteur? Non, son serviteur, Macky Sall. Macky Sall, oui. Qu'est-ce que la France a comme garantie? Le président Macky Sall, c'est un serviteur. Le président Macky Sall, c'est un serviteur. Le président Macky Sall. Aujourd'hui, nous sommes dans une histoire, et c'est là que les Africains doivent monter d'un cran. On ne va pas venir essayer de parler le gros français avec les gens qui ont créé le français. Franchement, soyons sérieux. Là où nous sommes, le peuple sénégalais est la priorité. À côté du peuple sénégalais, il y a des enjeux que nous ne connaissons pas. Et parce qu'on ne connaît pas ces enjeux, à un moment donné, et le Sénégal est justement cet exemple de société civile qui a quand même une voix qui porte. Merci. C'est là que la société civile entre en jeu, pas en prenant un parti. Il y en a marre, je suis d'accord, ils ont fait ça en 2012, mais là, la situation est plus complexe. On ne peut pas rentrer dans l'affrontement après les morts qu'il y a déjà eu au Sénégal. Aujourd'hui, moi je suggère, pas seulement à M. Macky Sall de partir, mais à la société civile et à l'opposition sénégalaise de réfléchir par 2 fois à un processus qui va sauver les vies. Si on rentre dans la casse, parce qu'on constate que M. Macky Sall est prêt pour la casse. Si on rentre dans la casse, c'est encore le peuple, le pauvre peuple, qui va subir. Aujourd'hui, si les garanties sont données, les négociations sont bien menées, et les populations sont d'abord mises en priorité, Stéphane, on sortira de cette crise de manière glorieuse. Au Sénégal, ils ont démontré qu'ils sont capables, avec le cas Wade,
que les négociations peuvent aboutir à une fin heureuse. Que cette fois encore, le Sénégal, avec les grandes intelligences qu'il y a là-bas, avec cette forte société civile, avec une opposition organisée, puisse s'asseoir. Ce dialogue, je conseille même qu'il accepte. Qu'il montre aux yeux du monde... Pour ils ont refusé. Personne non, j'ai dit, je conseille qu'il accepte, qu'il montre aux yeux du monde qu'ils sont prêts à tous les consensus pour pouvoir sauver la démocratie sénégalaise. Parce qu'en termes de classement, c'est une des meilleures démocraties en Afrique. En termes de classement. Donc, moi, je pense que les affrontements, les chocs, les cris, à un moment donné, ça ne sert à rien. Si on veut évoluer, il faut parfois s'asseoir ensemble et se parler. Merci. Peut-être en se parlant, celui qui croit savoir va finir par retourner à la raison. Merci. Paul-Stéphane Menunga, le cas sénégalais véritablement interpelle sur le continent. Hier, pays valorisé, vénéré, félicité pour ses ancrages démocratiques. Aujourd'hui, la question de la vie sénégalaise retourne et retombe pratiquement sur deux entités, Macky Sall, Ousmane Sonko. Comment est-ce qu'on fait pour faire une élection politique, une élection présidentielle au Sénégal sans Ousmane Sonko? Ou alors, comment est-ce que l'on fait pour être Macky Sall après la présidentielle au Sénégal? Ça devient une équation compliquée. Oui, c'est une équation très compliquée qui amène même à se poser des questions. Mais contrairement quand même à certaines analyses, moi, je pense que si les institutions du Sénégal continuent de se comporter comme elles se comportent, on dira même plutôt que le Sénégal nous donne une leçon de démocratie. Parce qu'on crée une institution pour résoudre un problème. Or, dans nos démocraties de tropique, on crée généralement les institutions pour récompenser les copains. Parce qu'on a le Conseil constitutionnel du Sénégal, justement, qui a montré son utilité en disant au président Macky Sall que c'est vrai que tu es président de la République, mais je suis là pour dire le droit. Ton décret là, il n'est pas constitutionnel. Ça veut dire qu'en fait, si on reste dans l'approche institutionnelle, on va constater la vacance de Macky Sall le 2 avril. Voilà. Je dis bien sûr, on reste dans l'approche institutionnelle. Oui. Et si les institutions continuent de jouer leur rôle. Mais au-delà de l'approche institutionnelle post-Stéphane, il y a la position de l'opposition sénégalaise qui, justement, elle, avant même que les institutions formelles se prononcent, elle avait déjà déclaré que au-delà du 2 avril, eux, ils ne considéraient plus Macky Sall comme chef d'État. Mais le bon sens, c'est la chose du monde la mieux partagée. Vous n'avez pas besoin d'être juriste ou d'être membre du Conseil constitutionnel pour savoir que le 2 avril, Macky Sall n'a plus de légitimité et de légalité. En conséquence, on doit constater la vacance du poste simplement et lui demander de libérer la présidence. Dans le bon sens, c'est ce qui doit se passer le 2 avril. Parce qu'il a refusé lui-même de donner un calendrier. Et moi, contrairement à d'autres analystes, moi je suis de ceux qui pensent que les opposants là ne doivent pas aller à ces assises. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre démocratie de tropique, une fois que vous assistez à une conférence, on sort le communiqué final, que vous soyez d'accord ou pas, on applique. On sait comment ça se passe souvent. Parfois vous ne lisez même pas ça. Hein? Exactement. Donc ce qu'on avait besoin, c'est que Macky Sall dise que, ok, le Conseil constitutionnel m'a débouté, j'organise les élections. Telle période. Parce que quand vous analysez même Macky Sall... Est-ce que le calendrier est tenable? Les élections devaient être organisées le 25. L'opposition insiste sur le fait que ce soit avant le 2. Macky Sall proposait le 15 décembre. Le calendrier est confus. C'est impossible. C'est une transition. Pourquoi organiser les élections loin en décembre? Non, c'est impossible. C'est impossible. Quand vous analysez même bien Macky Sall, parce qu'il y a une partie de la sortie de Macky Sall qui échappe à tout le monde. Macky Sall veut remodifier le processus électoral au Sénégal. Oui. Quand vous avez bien écouté sa sortie, en réalité, même les candidatures, il veut changer. C'est pour ça que je vous parle de tractation. Et des choses justement, et ce qu'on est en train de regarder là, justement, c'est pour ça que j'ai dit, dans l'approche institutionnelle, voilà ce qui doit se passer. Mais quand vous regardez donc maintenant le comportement politique de Macky Sall, il est en train d'amener les Sénégalais vers une transition où lui-même il ne sera pas le président de la transition. Effectivement. C'est le candidat qui va se tenir. Déjà qui risque d'être le président de la transition au Sénégal. Quand vous regardez très bien ce qui se passe, c'est vers là-bas qu'il est en train de... Il savait que les opposants ne peuvent pas venir au dialogue. Il a convoqué le dialogue.
Maintenant, comme ils ne sont pas venus, il va les mener jusqu'à la transition. Et lui-même, il sait qu'il ne peut pas être le président de la transition. Et ils savent déjà qui pourrait être le président de la transition. Donc moi, j'ai envie de dire simplement que, puisque le peuple sénégalais est un peuple, quand vous analysez, qui a déjà intégré dans sa mentalité qu'on ne fait pas plus de 2 mandats au Sénégal. J'ai donc peur qu'après le 2 avril, que le Sénégal s'embrase, même si ce n'est pas mon souhait. Que le Sénégal s'embrase davantage, parce que quand vous causez avec les Sénégalais, quand vous écoutez les Sénégalais, vous avez l'impression que dans leur tête, ils ont déjà intégré que quand tu es président, tu ne fais pas plus de 2 mandats, même si tu t'appelles Macky Sall. Et il faudrait que Macky Sall intègre ça et vraiment qu'il sauve le Sénégal, vraiment, qui a toujours été un modèle en termes de démocratie pour nous les Africains. Merci Paul Stéphane. Faustin Touquet, vous partagez la même peur, les mêmes incertitudes. L'après 2 avril, cette date qui devient une date fatidique, questionne sur le continent vers quoi est-ce qu'on va s'acheminer alors que l'opposition campe sur ses positions, alors que les positions du président Macky Sall ne sont pas connues. Il a suggéré un dialogue auquel personne n'a répondu. Il n'a à date pas toujours communiqué sur le calendrier. Vers quoi est-ce qu'on s'achemine? Prenons le 2 avril comme référent. Nous prenons le 2 avril comme référent, mais nous prenons, nous prenons surtout donc la personne de Macky Sall comme la boussole des institutions sénégalaises. Je ne sais pas si nous nous rendons compte à quel point cela est extrêmement grave. C'est-à-dire, en principe, il y a un corpus institutionnel, mais dans nos commentaires, dans nos analyses, on part du principe que la boussole institutionnelle, celui qui donne véritablement sens aux dispositions constitutionnelles, c'est un individu qui s'appelle Macky Sall. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, la faiblesse anthropologique. Il le pensait, mais il a été recadré par le Conseil constitutionnel. Lui, Macky Sall pouvait le penser, que c'est lui qui donnait la température et le tempo, mais le Conseil constitutionnel lui a servi un autre langage. Après que le Conseil constitutionnel l'ait recadré, la suite. C'est la suite qu'on vous demande. C'est l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait après le 2 avril? Bien, la démocratie, c'est l'existence des contre-pouvoirs. Je sais qu'il y a de très jolies définitions formulées par des philosophes politiques. La démocratie, c'est l'exercice des contre-pouvoirs. Là où un seul individu est en capacité de décider, peu importe ce que les autres partis ou factions en pensent, on est loin d'un système démocratique. Là où il y a des contre-pouvoirs effectifs, je ne veux pas dire légaux, légitimes, institutionnels, là où il y a des contre-pouvoirs effectifs, nous sommes en présence d'un jeu démocratique. Alors, le schéma institutionnel sénégalais était tracé. Tracé pourquoi? Parce qu'il était écrit. Ce ne sont pas des choses que les gens pensent. Il y a quelque chose que la Constitution dit. Oui. Il y a un ordre prévu. Cet ordre ne s'est pas exécuté. Il n'est pas en train de s'exécuter. Il n'est pas en train de s'exécuter. Pourquoi? Je crois que nous imputons tous la non-exécution de l'ordre constitutionnel sénégalais à un certain Macky Sall. Donc un individu, je ne sais pas si on saura à quel point c'est grave, un individu le président de la République est capable. Non, laissez président de la République. Le président de la République, c'est une construction. Aux États-Unis aussi, on président de la République, qui est même très puissant. Mais s'il perd la route, les institutions vont le ramener à l'autre. Je ne vais pas parler de la précédente passation de service aux États-Unis, etc. Un individu qui peut à un moment se lever au-dessus des institutions sans que des contre-pouvoirs le recadrent fermement. Il a été recadré, Faustin Touquet. Le Conseil constitutionnel l'a recadré. S'il avait été recadré, les élections se seraient tenues à date. Aux États-Unis, les élections se tiennent à date fixe. Si un président américain réussit à ne pas faire tenir les élections à date fixe, je ne pense pas qu'on serait aux États-Unis. On ne peut pas avoir un schéma prévu d'avance. Il ne s'exécute pas. Et vous dites quand même que la personne a été recadrée.
Pourquoi nous sommes donc en train de parler du Sénégal? Pourquoi on est en train de parler de ce qui va se passer en avril si M. Macky Sall ne fait pas ceci? Pourquoi il peut être un homme fort? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut avoir... Bon, on parle du Sénégal. Est-ce que c'est seulement le cas sénégalais? Il y a un sujet, je ne sais pas si cela a déjà été abordé, je suis arrivé en retard. Mais nous sommes dans des configurations où moi j'aime le jeu de football en tant qu'élément d'outil pédagogique pour communiquer, pas spécialement quand on voit les gens courir derrière le ballon. Vous avez déjà vu des gens remettre publiquement en cause les règles du football? Ça s'exécute devant nous. Il y a des arbitres, il y a des joueurs. Même quand on triche, il faut tricher avec beaucoup d'eux. Et quand c'est flagrant, les gens se plaignent. Pourquoi au niveau du jeu public institutionnel en Afrique, ça coince toujours? Pourquoi ailleurs, ça ne coince plus? Parce qu'ils ne se sont pas inventés ex nihilo. Nous développons donc dans la perspective d'amener la conscience de nos frères de race vers un système de régulation sociopolitique où les règles ne pourront plus être tordues par n'importe quel individu. Peut-être parce qu'en face, il y a un certain pouvoir de répression. Il y a eu des pouvoirs de répression plus violents ailleurs. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus vraiment. Ailleurs, les institutions sont véritablement beaucoup plus fortes que n'importe quel individu. Pourquoi ici, chez nous, on continue à avoir des individus qui sont un peu plus forts que les institutions? Et j'ai dit, vous m'avez interrompu, je le dis quand même rapidement, les causes sont anthropologiques. Est-ce que l'Africain, dans son vécu réel sociétal, se retrouve dans vos histoires là où il doit avoir des contre-pouvoirs au pouvoir du chef? Si vous voulez, commençons à philosopher. La réponse est non. Vous ne pouvez pas donc demander à des gens qui sont quelque chose au niveau microscopique, par un coup de baguette magique, de devenir autre chose, une autre substance, une autre réalité ontologique au niveau macroscopique. Ça ne passera pas. Merci Faustin Etouké. Antoine Awana, je me tourne vers vous. Il reste très peu de temps, mais je vais vous permettre de réagir. Chacun aura 2 minutes pour qu'on puisse... je vais réagir un peu par rapport à ce que le professeur vient de dire là. Je vais synthétiser ça. Allez-y. Professeur, la règle de droit est bien sur le plan formel. Mais sur le plan de son application, ça pose ce qu'on appelle en sciences politiques, en sciences administratives, la théorie de la dysfonction induite. C'est cela, et c'est cela que les acteurs politiques utilisent pour essayer de faire entorse à l'application stricto sensu de la règle de droit. Pourquoi ça marche donc tellement bien en Afrique noire et pas ailleurs? Ça marche en Afrique noire parce que nous sommes manipulés. Par qui? Par ceux qui nous ont imposé cette démocratie-là. Vous-même, vous l'avez défini. Parce que la démocratie, moi je vous prends des royaumes en Afrique. L'Empire Songhai avait besoin des écrits, des papiers, des constitutions qu'on manipule, qu'on change au gré des humeurs et en fonction des intérêts de celui qui vous impose cela. Je prends un exemple global. Les constitutions qui ont été imposées à l'Afrique depuis les indépendances n'avaient jamais été rédigées par les Africains. Oui, c'est vrai. N'avaient jamais été rédigées par les Africains. Et ce sont les mêmes constitutions que nous appliquons, que l'Afrique applique après 60 ans, 70 ans. Citez-moi un seul exemple. J'enlève la Libye, qui était un pays sans constitution. Et on a fait ce qu'on appelle, comment il appelait ça, Kadhafi appelait ça la démocratie sociale. Pas de constitution. Le deuxième pays au monde qui n'a pas de constitution, c'est l'Angleterre. Hein? Et ils ont là-bas ce qu'ils appellent des precedent cases. Ah oui, et ça marche. Et ça marche. Tous les autres pays africains qui ont accepté ce deal-là, sur tous les plans, sur le plan politique, le plan économique, le plan socio-culturel, et même sur le plan militaire, les 11 accords secrets. Vous les mettez où, professeur? Ah oui, c'est ça le véritable problème. C'est le jeu et l'enjeu. De Gaulle leur a dit quoi à Conakry, après le nom de Sékou Touré. Il est rentré, il a convoqué un conseil de ministres, on lui a fait des reproches. Pourquoi vous avez octroyé pas, vous savez, aucun peuple
ne peut passer au laminoir de l'histoire s'il n'a pas combattu. Les indépendances là nous ont été octroyées. De Gaulle leur a dit, laissez, on va leur octroyer les indépendances. Le seul pays qui a combattu, qui est passé au laminoir de l'histoire pour sortir, c'est l'Algérie. Et là, il leur a dit, nous allons les tenir par la monnaie. Et ils ne tiennent pas cette monnaie-là. Merci Antoine Awana pour l'exposé. Paul-Stéphane Menunga, je vous donne vos 2 minutes rapidement pour qu'on puisse sortir. Le temps va véritablement commencer à nous manquer. Alors, le Sénégal nous parle. Hier, élève assidu, aujourd'hui, des interrogations. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes toujours en train de reculer. À chaque moment, on a l'impression que l'Afrique s'inscrit en lettres d'or dans les canaux démocratiques. Il y a des mentalités, des manœuvres qui nous rappellent encore que le chemin est long. Non, justement, l'erreur qu'on fait en Afrique, c'est qu'on pense que l'Afrique est démocratique. L'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de multipartisme. Il n'y a pas de démocratie. Et je ne suis pas très d'accord avec ceux qui pensent que la démocratie serait, comment on dit, ne correspondrait pas à l'Afrique. La démocratie est même d'abord africaine. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que l'occidentalisation de la démocratie qu'on nous a imposée, c'est la démocratie africaine. Parce que même dans les sociétés africaines, il y a toujours eu des contre-pouvoirs. Par exemple, ce qu'on appelait le Mancrado, il était là pour s'opposer aux décisions du chef. Mancrado, c'est pour ça que je veux même que vous organisez un débat sur la démocratie. Et je vais vous démontrer que la démocratie, même elle est d'abord africaine. Si vous prenez même nos sociétés, même à l'ouest Cameroun, il y a des gens qui sont là pour s'imposer, pour s'opposer aux décisions du chef. Parce que on parle de la démocratie, comment je vais dire, on s'appuie sur les théories qu'on nous a enseignées à l'amphi. Or, les théories qu'on nous a enseignées à l'amphi, on a enlevé les réalités africaines. Et c'est pour ça que les Nkrumah ont théorisé la démocratie africaine sur 3 piliers. Ils ont dit qu'on doit enlever déjà d'abord le capitalisme sur le plan économique, parce qu'on ne doit pas avoir une approche capitaliste. L'Afrique est socialiste. Sur le plan politique, et les gens n'ont pas compris ce que le docteur Mboka dit, je suis resté tranquille. Sur le plan politique, il parle du centralisme démocratique. Il disait que pas de multipartisme. Ça veut dire que c'est une vision un peu comme la Chine. Ça veut dire qu'on fait la démocratie dans un parti unique. Je dis ça a été théorisé au congrès de Manchester en 1945. Je donne la date avec précision. Ils ont dit pas de multipartisme. Pourquoi? Ils disaient que parce qu'en fait, l'Afrique est un continent en construction qui n'a pas besoin de multipartisme parce que le multipartisme va réveiller les relents ethniques. Ils disent qu'on va dans un centralisme démocratique et on va faire la démocratie dans un seul grand parti et ça va nous permettre de nous développer. Donc, dit que la démocratie n'est pas africaine, ou alors les Africains dans leur ontologie ou je ne sais pas trop quoi, ne s'accommoderaient pas à la démocratie, c'est quand même mépriser un peu les Africains. Georges Burdeau a battu en brèche ce que vous êtes en train de faire là. Il a parlé, attendez, il a parlé plutôt de démocratie et non de la démocratie. Ah oui, Jean-Marie Moka, je vous donne 2 minutes. Mais écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que nous avons tous des intelligences qu'il faut pouvoir mettre sur la table. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'on nous a imposé des approches, on est d'accord qu'on nous a imposé des lectures, mais nous sommes aussi d'accord que nous savons ce que nous voulons. Bien sûr. Et parce que nous savons ce que nous voulons, il est urgent, mais urgentissime, que l'Afrique se parle. Et pour que l'Afrique se parle, il faut qu'on réfléchisse à des règles, à des canons qui nous permettront de nous parler. Et le centralisme est une des règles qui permet de s'asseoir, de donner sa logique, son point de vue. Ça revient à la démocratie africaine. Les notables, les conseillers font quoi? Leur rôle, c'est de dire au roi, voilà ce qui nous semble logique par rapport à nos us, à nos coutumes, à notre vision. Ils sont là pour ça. Si on rentre dans une logique de dialogue, d'échange et de partage, nos différents, même nos intelligences parfois qui sont supérieures, vont revenir à l'utilité publique. Parce que le but ici est que l'Afrique réfléchisse utilité publique. L'intelligence que j'ai, comment je la mets pour le construire de l'Afrique. Tant que nous restons sur des divergences et que nous voulons magnifier les divergences, les différents points de vue, les différentes logiques, sans rentrer sur le terre-à-terre, comment concrètement ma grand-mère qui est au village pourra avoir l'énergie demain? Si mon intelligence ne me sert pas à ça, elle ne sert à rien à l'Afrique. Merci. La réalisation nous fait des grands signes. Faustin Touquet, 2 minutes
pour votre vision complexe et complète sur la problématique qui nous interpelle, c'est Sénégal vers une transition, ces problèmes de démocratie à l'africaine qui malheureusement nous font croire qu'on avance en reculant. On n'avance pas en reculant, nous sommes en train d'avancer. En 2 minutes, on ne peut pas dire grand-chose. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des règles avec lesquelles nous semblons d'accord. Les règles du code de la route, les règles du football, les règles de certains autres jeux de société. Donc, l'individu peut décider d'accepter que des règles qu'il n'a pas inventées sont utiles, comme les règles du code de la route. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir inventé des règles moi-même pour les appliquer. Lorsqu'on parle de contre-pouvoir, c'est par rapport à l'intérêt de l'individu. Il reste encore peut-être 15 secondes. Le centralisme ferait quoi? Le centralisme ferait quoi? Le centralisme imposerait, par exemple, de choisir qui va entrer à l'ENAM, à l'EMIA, à l'IRI, indépendamment de ce qu'un individu ressentirait en lui. Et on lui opposerait justement la décision du centralisme. Merci, merci. C'est pour ça que ce qu'on appelle démocratie dans le sens... C'est terminé. Vous l'avez perdu. Malheureusement, il y a un troisième sujet. Non, on ne peut plus. Nous sommes malheureusement arrivés au bout de la réflexion panafricaine. On ne peut plus rien dire. Dès qu'on tue l'individu, il n'y a plus de démocratie. Je m'en voudrais si je ne dis pas ça. Tout à l'heure, on a parlé des biens mal acquis qui finissent par être saisis. Il faudrait ici que l'Union africaine intègre que tous ces biens qu'on saisit là-bas, ce sont les biens des Africains et qu'il faut qu'on déclenche les mécanismes pour les récupérer. Merci, Dr Jean-Moïse Mbok. C'est par vos propos que nous mettons un terme à cette édition de Ouro Africa. Le temps nous aura manqué, mais rassurez-vous, il y a toujours du temps. Il y aura toujours du temps sur Info TV, sur la tribune panafricaine, chaque lundi lorsqu'il est 21h. Pour vous, peuple d'Afrique, merci à vous d'avoir réagi. Merci à toi, Rodrigue Adalbert Vina. Ta contribution, nous l'avons observée, mais certainement les prochaines fois, elles seront rendues publiques. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, excellente fin de soirée. Et nous retrouvons bien évidemment sur les mêmes antennes de Info TV, votre télévision, du vivre ensemble et de la proximité. Bien le bonsoir. Shukran, Inch'Allah.